Bon, merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de venir présenter cet ouvrage collectif qui, pour ma part, est l'aboutissement en effet d'une réflexion conduite depuis une vingtaine d'années sur la Turquie, mais également sur les politiques culturelles. Mais là, je vais parler d'un ouvrage collectif auquel a contribué neuf auteurs, dirigés par 3 personnes. Une géographe, Clémence Yücel, qui était en poste à l'époque à l'IFEA comme chercheuse, mais qui aujourd'hui a repris son poste à Exeter, tout près d'ici, à l'université d'Exeter. Muriel Girard, qui elle est sociologue, anthropologue et qui travaille à l'école d'architecture de Marseille. Voilà, mais ont également contribué et participé à ce travail d'autres chercheurs, une doctorante en anthropologie, Lydia Zekmar, et une jeune docteure qui depuis a quitté le champ de la recherche pour aller faire le retour à la nature, Cilia Martin, en Grèce. Elle était spécialiste, elle, des quartiers Roum, des quartiers d'occupation grecque d'Istanbul. Voilà, donc ce bouquin est en fait l'aboutissement la traduction éditoriale manuscrite d'un colloque qui s'est tenu en avril 2015, donc il y a déjà 3 ans, ouais, plus de 3 ans. Il a été publié en février, il est sorti en février. Il a été réalisé, le colloque a été réalisé à l'université Galatasaray, où à l'époque, moi j'étais en détachement, et à l'Institut français d'études anatoliennes, qui est un IFRE, qui accueille les chercheurs de passage. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des projets de recherche ponctuelle, de terrain en Turquie, sachez que l'IFEA peut être un laboratoire d'accueil pour une semaine, 15 jours, qui a des chambres universitaires et qui a même parfois des bourses qui peuvent être offertes à des candidats pour des séjours de terrain. Ce colloque avait été organisé dans le cadre d'une ANR, une ANR qui s'appelait Transfert, qui était pilotée par Marc Hems, qui est en poste à l'EHSS, qui est un ottomaniste, mais qui était une ANR qui visait à réfléchir sur la problématique des circulations, des transferts URT, mais transferts aussi. On avait inventé au cours d'un brainstorming avec les membres de l'ANR, voilà, trans-faire, FAIRE, transmaking, transacting, faire avec, qui rassemblait des chercheurs de plusieurs disciplines, histoire, anthropo, sociaux, sciences politiques, géographie, et j'en oublie certainement, et des chercheurs qui étaient déjà dans une précédente ANR et qui se réunissaient finalement autour de cette volonté de dépasser, quand on étudie la Turquie, eh bien, les oppositions binaires classiques, Turquie-Europe, Occident-Orient, modernité, tradition, et pour s'intéresser à la façon dont finalement les idées, les individus, les manières de faire, d'agir, les formes d'action publique, en réalité circulent, sont réinterprétées, sont transformées, il y a des hybridations, et que parfois, quand on réfléchit à la Turquie, on est encore prisonnier de ces visions binaires, antagonistes, la modernité d'un côté, la tradition de l'autre, l'autoritarisme éclairé d'un côté, ou plus ou moins éclairé d'un côté, et la démocratie de l'autre, l'Occident et l'Orient. Et en réalité, chacun dans nos travaux et dans nos disciplines spécifiques, on s'était rendu compte que ces visions un peu manichéennes ou un peu binaires étaient bien plus complexes, et que il y avait des phénomènes de circulation des individus, des intellectuels, des acteurs politiques, des acteurs publics, des biens culturels, des biens artistiques, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'on a voulu déconstruire
en faisant cet appel à communication pour ce colloque. Ces 2 journées d'études qui se sont donc tenues en avril 2015. Voilà, peut-être pour encore rajouter un petit truc, là ce sera coupé bien sûr. Parmi les gens qui avaient participé aussi à ces discussions, il y a Füsun Üstel qui est professeur d'histoire, alors qui a pris sa retraite avant que la sanction tombe, qui était professeur d'histoire à l'université Galatasaray et qui a pris 18 mois de prison. Voilà, elle a fait appel, donc on saura ce que sera son sort le mois prochain, hein, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier depuis que ce colloque a eu lieu et depuis que le bouquin est sorti. Donc il s'est passé beaucoup de choses et certainement les études que l'on a présentées dans ce bouquin mériteraient d'être re-questionnées au regard de ces évolutions. Cela dit, moi je pense intuitivement et un peu parce que j'ai échangé que ça n'a pas non plus complètement bouleversé les manières de faire des politiques culturelles en Turquie, ni le champ artistique, sauf qu'il est bien sûr un peu plus sous pression et sous l'objet d'une surveillance, on va dire, intempestive des autorités. Voilà, alors je vais organiser ma présentation autour de 3 temps. Dans un premier temps, je vais revenir assez rapidement, mais quand même c'est un peu incontournable, sur une présentation des politiques culturelles en Turquie, ce qui permettra un peu de les récontextualiser, de les historiciser. Ensuite, je reviendrai sur la problématique centrale de l'ouvrage, et on verra comment eh bien, les différentes contributions apportent leur vision sur chaque terrain d'enquête sur cette problématique générale. Donc, pour revenir rapidement sur les politiques culturelles en Turquie, il faut rappeler qu'elles ont connu, que la Turquie a connu 15 années de croissance spectaculaire, de libéralisation, initiée et largement imputable au gouvernement actuel qui est en train de refermer, ou en tout cas de verrouiller ou d'exercer une pression beaucoup plus forte. Mais en effet, c'est sous l'égide du gouvernement de l'AKP que la Turquie, portée par une croissance économique spectaculaire, eh bien, a vu sa politique culturelle se diversifier, a vu sa scène artistique être reconnue à l'international, a donné le soutien à l'émergence de scènes culturelles et artistiques au niveau local, à s'insérer dans des projets internationaux. Voilà, on a vu plein d'événements, des événements soutenus par l'État, mais aussi des événements soutenus par les fondations privées qui continuent encore de jouer un rôle extrêmement important dans le financement de la culture, des grands groupes d'industriels, des familles fortunées, et puis également, c'est ça aussi qui est intéressant et qui reste aussi d'actualité, bien toute une myriade d'associations, d'organisations qui agissent pour promouvoir d'autres formes d'action culturelle, de projets culturels, également des entreprises privées, des galeries, des sociétés d'événementiel, des salles de spectacle, qui ont vraiment participé donc à la vitalité de cette scène de la création artistique en Turquie. La Turquie est devenue une des premières destinations touristiques mondiales, du moins jusqu'à cette époque, en 95, 94, 95, la chute, il y a une vraie chute du tourisme, en tout cas du tourisme européen, qui est en partie compensé par aujourd'hui le tourisme du Moyen-Orient, arabe et iranien notamment. Mais voilà, dans les années 2010, la Turquie devient une destination privilégiée. C'est Istanbul, la 4e ville la plus visitée au monde, donc c'est vraiment énorme. On a 40 millions de touristes en 2015. Donc on a un pays qui aspire à devenir l'équivalent des grands pays touristiques comme l'Espagne, l'Italie et la France, bien sûr. Avec toute une série, bien sûr, d'événements artistiques qui viennent marquer la vie culturelle du pays,
des grandes villes et bien sûr avant tout d'Istanbul, les biennales, les foires d'art contemporain, les festivals de cinéma. Le festival de cinéma d'Antalya s'est clos dimanche dernier. Les festivals de musique, et puis sans oublier le titre suprême, la reconnaissance symbolique suprême à l'époque, Istanbul, qui devient capitale européenne de la culture en 2010. Mais au cours des années 2010, cette dynamique remarquable s'est interrompue, et la Turquie est vraiment les croisées des chemins. Comme je vous disais, lorsque sont tenues les journées dont cet ouvrage est à l'origine, dont l'ouvrage est l'issue, on avait déjà, si vous voulez, des signes d'un essoufflement. On avait déjà, les milieux artistiques dénonçaient déjà des formes de pression, voire de censure. Le pouvoir sortait d'une période de contestation très forte après les manifestations de Gezi, les accusations de corruption en 2013, 2015, c'est aussi pendant l'été, alors après le colloque, mais le début de la relance des conflits, des affrontements armés entre l'État turc et le mouvement du PKK. Donc voilà, il y avait déjà des universitaires et des artistes sous pression, voire emprisonnés. Donc on sentait déjà que les choses étaient en train de changer. Les événements politiques ont succédé. La nouvelle constitution adoptée par référendum en 2017 et l'élection présidentielle de Erdogan qu'il a remportée au mois de juin dernier, renforce sa mainmise sur le pouvoir, avec des compétences nouvelles, élargies, qui lui donnent encore plus de poids dans la gouvernance du pays. Alors, ces événements, bien sûr, ne sont pas évoqués dans le bouquin. À la marge, on évoque ces problèmes de pression, ces problèmes de censure, mais bien sûr, il est encore trop tôt pour pouvoir mesurer les conséquences des changements qui ont eu lieu ces dernières années, enfin en tout cas depuis la tenue de ces journées d'études. Mais bon, cela dit, le livre ne visait pas à étudier l'impact d'une dérive autoritaire sur la scène artistique, mais s'intéresser plus largement au processus de transformation des politiques culturelles depuis une vingtaine d'années, qui ont connu, on l'a dit, des moments fastes, des moments spectaculaires, et puis donc des moments plus problématiques. Voilà. C'est aussi l'objectif de montrer la pluralité des acteurs qui aujourd'hui font les politiques culturelles en Turquie. C'est aussi la raison pour laquelle on utilise le terme au pluriel, puisqu'il ne s'agit pas seulement de nous intéresser aux politiques mises en place par l'État, mais aussi celles mises en place par les collectivités locales, mises en place, je l'ai évoqué, par tous les fondations privées, les milieux artistiques, les associations, qui peuvent parfois bénéficier des soutiens publics, parfois ne pas avoir de soutien, mais qui peuvent en revanche bénéficier de solidarité communautaire, diasporique, de financements étrangers, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, des ONG, etc. Donc on a au début des années 2000 un changement important qui est en partie lié, je pense, avec la dynamique de rapprochement de la Turquie avec l'Europe dans le contexte des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, et qui vont favoriser l'expression culturelle de tout un ensemble de groupes, de minorités, qui jusqu'alors étaient un petit peu sous le contrôle et sous la pression
des autorités, alors des autorités d'avant l'AKP, les autorités kémalistes, hein, et l'AKP a rendu possible, hein, encore une fois, l'expression de groupes minoritaires comme les Kurdes, comme soulever la question du génocide arménien, des minorités alévis, etc. Donc je disais, à côté de l'AKP, il y avait d'autres structures, on en reparlera, notamment la Fondation Anadolu Culture, dont le directeur, fondateur, philanthrope, est en prison depuis pratiquement 1 an, hein, sans que son procès n'ait été ouvert. Bon, il ne s'agit pas ici d'être une tribune pour défendre ces personnes, mais d'essayer de vous faire comprendre, hein, les transformations qui ont travaillé cette scène culturelle et cette scène artistique. Donc une multitude d'acteurs, hein, qui agissent également, hein, pour faire vivre une histoire, une mémoire, une sensibilité, pour faire connaître aussi des différentes formes d'expression artistique et culturelle, minoritaires, hein, en partie ignorées, à travers donc des productions artistiques, à travers des productions événementielles de tailles différentes, hein, des biennales internationales, des festivals, mais aussi des pratiques qui peuvent donner lieu aussi à des échanges marchands, hein. C'est aussi l'émergence d'Istanbul comme une des capitales, par exemple, de l'art contemporain, en tout cas au Moyen-Orient, hein. C'est aussi des savoir-faire, c'est aussi la promotion de l'artisanat traditionnel. Hein, je vais y revenir. Donc, en tout cas, une diversification, hein, vous voyez, des productions artistiques, de la scène artistique et du rôle assigné également aux politiques culturelles. Donc, l'État joue un rôle central, hein, mais comme je dis, derrière, il y a d'autres acteurs importants qu'on retrouve aussi dans la préoccupation pour le patrimoine, hein. Alors, on retrouve là des phénomènes qui étaient observables en France, hein, au début des années 80. Eh bien, en Turquie, il y a une même soif, hein, de promotion du patrimoine, dans lequel, bien sûr, l'État joue un rôle important, hein. Derrière, c'est aussi la valorisation, hein, d'une certaine forme de construction d'un rapport à l'identité turque, hein. Mais il y a aussi des patrimonialisations alternatives, hein, qui émergent, qui s'affirment, qui peinent parfois à être reconnues, hein. Bon, ça dépend les cas, hein. Mais ici aussi, hein, on voit des dynamiques plurielles. Voilà, puis dernière chose que je voulais évoquer aussi, dernier domaine que je voulais évoquer, c'est le domaine des industries culturelles. Là aussi, hein, la Turquie était très active à travers sa musique, à travers des mouvements de revitalisation, de formes musicales, nourries par ce qu'était la diversité musicale à l'époque ottomane, l'arabesque, le rebetiko, le halay. C'est aussi une industrie cinématographique qui fonctionne bien, qui fonctionne même très bien aujourd'hui, hein. La Turquie est un des pays au monde où le cinéma turc, hein, attire le plus de spectateurs turcs, hein, et où le cinéma américain fait une pénétration relativement limitée. Le cinéma, le monde de l'industrie audiovisuelle rayonne aussi à travers les DIZI, c'est-à-dire les séries à la télévision qui connaissent un énorme succès au Moyen-Orient, hein, au point de susciter du tourisme, hein, du Moyen-Orient qui veulent visiter les scènes où se déroulent, hein, ces soap opéras turcs, et qui ont largement remplacé ce que faisait l'Égypte il y a 30 ans au Moyen-Orient. Voilà, alors juste quelques mots peut-être pour préciser que, pour revenir sur l'action de l'État, qu'elle est ancienne, hein, que déjà à l'époque ottomane, il y a des actions culturelles, il y a déjà des actions culturelles, que bien sûr ces actions culturelles sont renforcées avec la République à partir de 1923, hein, avec le souci, hein, d'une action culturelle qui vise à participer, à construire comment dirais-je, les éléments de reconnaissance, hein,
comment dirais-je, de la construction et de l'affirmation d'une identité nationale. Les arts sont mobilisés pour participer au grand récit national. Il s'agit aussi d'inculquer les nouvelles valeurs de la République laïque. Voilà. À côté de ça, il y a toujours le soutien aux grandes institutions culturelles, mais qui sont destinées avant tout voilà, au divertissement et au plaisir esthétique des élites turques, souvent à travers des institutions qui étaient déjà existantes à l'époque ottomane et qui sont simplement, je ne sais pas comment on peut dire, républicanisées, comme l'opéra, comme le théâtre, etc. Mais ce n'est que, en réalité, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 70, que se met en place une véritable politique culturelle, un peu finalement suivant le... Alors, j'allais essayer de ne pas parler de modèle, mais si, sur le modèle de ce qui se fait en France. En France, Dubois parle de l'invention d'un nouveau secteur d'intervention publique avec la création du ministère des Affaires culturelles en France en 1959. Eh bien, voilà, en Turquie, ça arrive au début des années 70, avec aussi, du coup, une diversification des missions qui sont assignées à la culture. En même temps, ces dernières années, on a vu aussi cette politique culturelle se transformer, mais ici aussi, un petit peu à l'identique de ce qui s'opère dans le reste de l'Europe, avec des phénomènes de métropolisation, des phénomènes d'européanisation, des phénomènes liés à la dynamique des territoires, autant de changements qui sont par exemple étudiés par Jean-Pierre Saez et Guy Saez dans leur ouvrage où on compare les transformations des politiques culturelles en Europe dans les années 2010. Alors, pour autant, le but de cet ouvrage n'était pas d'écrire une histoire des politiques culturelles turques. Ce n'était pas non plus, voilà, l'idée n'était pas non plus de faire un balayage des différents secteurs de l'action artistique, mais d'essayer de multiplier les regards autour des questions qui nous intéressaient. J'ai encore combien de temps ? 5-6 minutes. Alors je vais aller directement, si vous voulez, revenir sur finalement les problématiques. 10 minutes. Bon, ça va. Alors je vais revenir donc sur la démarche et les enjeux empiriques et théoriques de cet ouvrage, qui du coup est un petit peu une approche un peu nouvelle par rapport à ce qui a pu être publié en Turquie sur les politiques culturelles. L'idée, je vous disais en introduction, était largement... la problématique s'inscrivait dans celle de l'ANR transfert, étudier l'analyse des circulations à différents niveaux, du local au global, entre les acteurs publics et privés, et donc essayer d'étudier différemment les politiques culturelles. Pour ça, bien sûr, on s'est servi des apports de l'analyse comparée des politiques culturelles, qui ont produit un certain nombre d'ouvrages scientifiques intéressants et qui posent les questions des raisons de ces changements, des évolutions, la question de la production des modèles d'action publique dans le champ culturel. On s'est également appuyé sur tous les ouvrages qui s'intéressent à la dynamique des transferts de politiques publiques, les Policy Transfer Studies. On a essayé donc de comprendre comment ces circulations, prises dans leurs multiples formes et usages, participaient à la construction des politiques culturelles aujourd'hui en Turquie. Voilà, donc des circulations qui s'observent entre périodes historiques, mais qui s'observent aussi entre différents espaces. Alors, pourquoi étudier les circulations ? Comme je l'ai dit aussi en introduction, l'idée c'était de sortir aussi d'une vision
d'une circulation qui irait dans un sens vers l'autre, hein, d'une européanisation, hein, où l'Europe serait le modèle, hein, qui se diffuserait dans les périphéries. Et ces lectures, encore une fois, qui sont très puissantes, hein, quand on s'intéresse à la Turquie, d'occidentalisation, d'européanisation, de modernisation. Hein. Donc c'est un petit peu ça qu'on a essayé de questionner, en mettant en avant donc les différents acteurs, les différents moments, la pluralité, hein, des dynamiques des politiques culturelles, d'où l'invention de ce néologisme, hein, transfert. En anglais, c'était pas évident, transfert, hein, trans, F-A-I-R-E. Hein, on ne savait pas trop comment le mettre, transmaking, transacting. Et puis les éditeurs disaient, attendez, oh là là, on fait un truc simple, hein, vous voyez le titre. C'est eux qui nous ont imposé finalement le titre, hein, Turkish Cultural Policies in a Global World. Voilà, ce sera plus neutre. Hein, vos élucubrations théoriques, vous laissez de côté. Hein, voilà, il faut quand même faire vendre avant tout, hein, même si c'est un éditeur universitaire, hein, Palgrave. Mais on a quand même cherché, hein, chacun dans nos papiers, bien, à réfléchir, hein, à la façon dont effectivement circulaient les individus, les modes d'action publique, les projets collectifs, les coopérations, les phénomènes transnationaux, etc. Et du coup, on a aussi, hein, mobilisé donc voilà, les outils des Policy Transfer Studies, les approches en termes d'hybridité, la Padouraï par exemple, les questions, les approches en termes de réseau, en s'intéressant aussi aux résistances, hein, aux espaces où les connexions ne se font pas, où les associations ne se font pas. Hein. On s'intéressait donc, je l'ai dit, aux acteurs, on s'intéressait aux instruments. Hein, on a considéré par exemple les projets, les conventions, les guides, les brochures, les forums, les manuels, les cours. Voilà tous les instruments, hein, qui pouvaient participer à mettre en place des politiques culturelles. Et bien sûr, on s'est intéressé aussi à ces espaces. On a essayé de mobiliser différentes échelles, hein, d'appréciation. Les grandes métropoles, Istanbul qui est un cas à part entière, mais aussi des petites régions, des zones rurales, l'espace aussi non turc, hein, les Balkans par exemple, hein, ou les pays arabes, donc des pays dans lesquels, eh bien, là aussi circulent, hein, des actions culturelles qui mobilisent la référence à la Turquie. Alors, je vais peut-être rapidement présenter de façon très synthétique, hein, les différents hop, je vais y arriver, ouais, c'est là, les différents contributeurs, hein, du bouquin. Et après, on y reviendra, enfin, on pourra revenir sur des thématiques qui vous intéresseraient davantage. On a divisé le bouquin en trois parties. Première partie qui s'intéresse, c'est la seule partie qui est à peu près historique, enfin en tout cas qui a une dimension historique, puisqu'elle s'intéresse à l'héritage kémaliste, hein, à la façon dont, à travers l'étude, donc le travail de Bengü Aydın Dikmen, qui s'intéressait à des voyages de peintres officiels, hein, au début de la jeune République turque, hein, qui vont dans les campagnes, hein, peindre, hein, ces nouvelles campagnes émancipées, hein, de la tutelle conservatrice, traditionnelle, religieuse de l'époque ottomane, hein, et qui essaie de construire une république laïque, moderne. Voilà, et intéressant, un des premiers débats, là, c'est quel style, hein, quel peintre choisir, quel style pictural, hein, utiliser, le classicisme, le modernisme. Bon, voilà, un aspect, vous voyez, de ces débats dans ce groupe de peintres qui ont fait ce tour de la terre anatolienne au début de la République. L'article qui suit, alors lui décale encore complètement le regard, puisque lui s'intéresse à la période contemporaine, mais à la façon dont est mis en scène, à la fois pour des raisons matrimoniales, à la fois pour des raisons identitaires, voire pour des raisons économiques, c'est-à-dire susciter un tourisme dans ces pays. Donc là, c'est
à propos de la maison où est né Mustafa Kemal à Thessalonique, et une maison aussi où il a résidé en Macédoine, hein, et comment à travers la rénovation, la muséification de ces lieux, hein, eh bien, se croisent des dynamiques portées par des représentations, des attentes parfois très différentes. La deuxième partie, on s'intéresse davantage à la politique culturelle mise en place par l'AKP hein, depuis une vingtaine d'années. Donc moi, j'ai produit un article qui est une réflexion où j'essaie de comprendre les discours qui ont marqué les autorités, enfin, les déclarations des autorités publiques turques à la fin, pardon, au début des années 2010, lorsqu'ils disent qu'ils veulent changer de politique culturelle, changer de modèle politique culturelle, passer d'un modèle français d'un État interventionniste à un modèle anglo-saxon de arm's length pour émanciper, disait-il, l'action culturelle publique de la domination des Turcs blancs, des Turcs sécularisés, hein, des Turcs éduqués, et aller davantage vers les populations populaires qui sont plutôt les électeurs de l'AKP. Le deuxième article, celui d'Ayça İnce, qui aujourd'hui a quitté la Turquie et travaille dans une université anglaise. Elle s'est intéressée aussi à des transformations de l'espace. Alors elle travaille plutôt sur Istanbul, et comment des nouveaux lieux culturels ont été investis à travers des partenariats publics-privés, à travers aussi une stratégie de valoriser Istanbul à l'international, avec des soucis à la fois économiques pour attirer un tourisme de colloques, hein, de conférences, mais parfois aussi aux dépens hein, d'un patrimoine qui est abîmé, qui est disneylandisé, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, ottoman disneylandisé. Voilà. Le troisième papier dans cette deuxième partie s'intéresse à des politiques, à des cours mis en place par la municipalité d'Istanbul. Ce sont des cours sur l'artisanat. Il y a 350 centres qui ont été créés, 350 centres ISMEC qui ont été créés, 220 000 étudiants par an. Donc vous voyez, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on y enseigne? Qu'est-ce qu'on donne à voir? Bien sûr, ça vise, c'est présenté comme une action artistique et culturelle, c'est directement orienté, enfin en tout cas les personnes qui fréquentent ces lieux sont plutôt des femmes, plutôt conservatrices, plutôt traditionnelles. On mobilise tout le répertoire et les références aux arts islamiques, aux arts turcs. Donc c'est à la fois un mélange de valorisation comment dirais-je, d'un patrimoine artisanal turc et musulman à destination hein, de populations plutôt populaires. Le papier suivant, Dilek Yankaya, elle s'est intéressée aux foires des hommes d'affaires turcs proches de la mouvance islamiste, proches du pouvoir, hein, qui ont en marge de leur foire internationale eh bien, des salons sur les arts. Hein. Donc, quel type d'art on montre? C'est quoi les arts islamiques modernes? Hein, quelles sont les préoccupations de ces hommes d'affaires conservateurs en matière artistique? Qu'est-ce qu'on montre à voir? Qu'est-ce qu'on projette hein, dans ce souci culturel? 3 minutes, je vais y arriver. Voilà. Et enfin, pour terminer, la dernière partie va s'intéresser donc aux politiques culturelles, cette fois-ci locales, territoriales. Hein. C'est une dimension importante que j'ai à peine évoquée dans ma présentation, mais qui occupe une place très importante aussi, parce que il y a aussi dans ces changements le souci de promouvoir, enfin en tout cas, ces dynamiques participent à l'émergence de nouveaux territoires, des territoires, alors j'allais dire topographiques, géographiques, hein, mais aussi des territoires imaginés, des territoires traversés par des représentations, par des valorisations des appartenances minoritaires.
Alors par exemple, Clémence Kader-Yücel a travaillé sur le festival, alors Yeşil Yayla Festival, on pourrait traduire le festival des pâturages verts, qui est un rassemblement, en France on dirait, de bobos autour de préoccupations environnementales dans les montagnes de la mer Noire, près de Rizé, préoccupations environnementales, mais également lieu de performance, d'échange, de création artistique, avec des gens qui viennent plutôt du monde du théâtre et qui viennent d'Istanbul. Donc, vous voyez, ça interroge aussi, bien sûr, les échanges avec les populations locales, qui sont parfois insérées, qui parfois ne comprennent pas ce qui se passe, bon, etc. Le papier qui suit est un papier de Lydia Zegmar, qui est anthropologue, et qui a travaillé là aussi sur faire la tradition, à partir de processus d'institutionnalisation, je vais y arriver, d'une danse traditionnelle, en partie réinventée, en cours de sportification, parce que maintenant il y a des compétitions, en cours de patrimonialisation, parce que aujourd'hui on enseigne cette langue, il y a des cours à l'université d'Izmir sur cette danse, et qui participe là aussi à mobiliser un imaginaire de paysans rebelles à l'ordre politique, qui sont là des guerriers et qui se retrouvent en buvant de l'alcool et en dansant dans les montagnes de la mer Égée. Voilà. Et la dernière contribution d'un doctorant de l'EHSS, Julien Boucli. Oui, pardon, ça va? Ouais. La dernière contribution de Julien Boucli va s'intéresser, lui s'est intéressé au montage des candidatures, au montage des dossiers de candidature en inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, de certaines villes, en l'occurrence des villes kurdes, Diyarbakır et Mardin. Derrière, vous imaginez que bien sûr, il y a des enjeux politiques majeurs. Alors comment on articule, vous voyez, une préoccupation patrimoniale, la rénovation par exemple de la muraille de Diyarbakır, voilà, dans des régions où la revendication politique d'autonomie est très forte, et pas seulement une revendication identitaire, que pour le coup, le pouvoir a accordé, mais bon, voilà, mais qui aujourd'hui est questionné par les tensions et voilà, le débat sur la question kurde en Turquie. Voilà, donc 9 chapitres qui montrent la multiplicité des politiques culturelles en Turquie, sans prétendre donc à l'exhaustivité, et dans lesquels on essaie de voir comment fonctionnent ces circulations, qui donnent à voir une pluralité de conception de la politique culturelle, même de la culture, d'une dimension au sens étroit du terme des arts, des beaux-arts, à une dimension plus anthropologique, plus travaillée par des questions de représentation, d'identité, où on s'intéresse donc à des phénomènes d'adaptation, de contournement, mais aussi de résistance. Voilà, donc la question qu'on pourrait se poser est quid aujourd'hui, eh bien paradoxalement, malgré les évolutions politiques, ces acteurs continuent d'exister, continuent de se mobiliser. Il y a encore des festivals, il y a encore des artistes. Alors certes, tout le monde ne bénéficie pas du même soutien des municipalités ou de l'État, mais par exemple ISMEC qui rentre bien, vous voyez, dans le souci du pouvoir de promouvoir du folklore ou des arts, ou le savoir-faire artisanal proche des populations qui sont plutôt les électeurs de l'AKP, bien continue à bien fonctionner, à attirer du monde. Voilà, et puis il y a encore bien sûr la manne importante des fondations privées qui continuent d'organiser les biennales. La semaine prochaine commence la biennale du design, qui est soutenue par une grosse fondation de soutien à l'action culturelle en Turquie. Merci, je suis prêt à répondre à vos questions.